Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vision peut-être pessimiste de l'avenir. Je vais me demander combien de fois nous devrons donc payer les conséquences du confinement. Petit à petit, c'est vrai, notre vie quotidienne reprend un cours qui devient plus ou moins normal. La notion est quand même relative parce qu'il reste un certain nombre de questions qu'on peut se poser à propos de contraintes qui sont difficiles à expliquer. Alors, par exemple, il est toujours extrêmement difficile de voyager, tout simplement parce qu'il y a toujours des restrictions au niveau aérien. Il est difficile de sortir du pays, il est difficile aux étrangers d'y rentrer. On se demande pourquoi d'ailleurs il est si compliqué de rentrer en Belgique alors que nous sommes, il faut bien le reconnaître, un des pays où la crise du virus a été la plus mal gérée et où donc on peut s'attendre à ce qu'on soit plutôt avec un degré d'infection encore plus élevé ici que dans les autres pays, malgré les baisses qui sont évidemment constantes. Par ailleurs, on ne peut toujours pas voir plus de 10 personnes hors du cercle familial au cours d'une semaine, et donc pas possible de faire une fête familiale de 15 personnes. Par contre, à 10 000 pour aller manifester, alors là, il n'y a pas de souci, on reçoit une autorisation et je ne critique pas le fait qu'on ait donné l'autorisation, mais il faudrait alors peut-être aussi supprimer les contraintes pour des cercles un peu plus réduits quand même que les 10 000 personnes. Et puis surtout, c'est un peu comme après une tornade, on commence à évaluer une première partie des dégâts et on constate les énormes dégâts économiques qui ont été causés. Et je le répète, je l'ai dit déjà il y a quelques semaines, les conséquences économiques, ce n'est pas les effets du virus. Le virus ne crée pas de conséquences économiques. Ce sont des effets du confinement, qui est une mesure décidée par le gouvernement, peut-être pour de bonnes raisons, mais qu'il faut assumer. Ces conséquences-là, elles sont catastrophique. Il faut bien le constater, et nous en avons sans doute encore vu qu'une première petite partie, ce que j'appellerais, comme pour le virus, la première vague. L'économie a été ruinée par le confinement, qui est une décision gouvernementale, et on a choisi, peut-être pour de bonnes raisons, mais enfin on a choisi les victimes. Les victimes consciemment, on savait très bien qui allait en supporter les conséquences sur le plan économique. Nous le savons, il y a le secteur Horeca, bien entendu, qui vient à peine de pouvoir ouvrir après presque 3 mois d'inactivité pratiquement totale, le commerce de détail non alimentaire, tout le secteur événementiel, tout ce qui est le secteur artistique, l'aviation et en général tout ce qui tourne autour des voyages, et puis même, et ça peut paraître paradoxal, les hôpitaux, les médecins, le personnel paramédical, pour tout ce qui ne concerne pas le virus Covid-19, ce sont aussi des personnes qui, pendant longtemps, ont été contraintes à l'inactivité et qui, aujourd'hui, supportent parfois de très lourdes difficultés. Nous commençons à voir aussi les premières faillites. Probablement, Brussels Airlines pourra s'en tirer, mais déjà, Swissport, qui s'occupe à l'aéroport de la manutention, a fait faillite hier. On voit aussi des réorganisations judiciaires de chaînes qui paraissaient quand même bien implantées, comme Casa. Tout ça se multiplie, les pertes d'emplois aussi. Et on vient de sortir un chiffre de 110 000 pertes d'emplois, non pas temporaires, mais définitives, qui soient la conséquence sur le moyen et peut-être sur le long terme du confinement qui nous a été imposé. Et je crains fort que ce ne soit que le début d'une série de catastrophes qui résulte du fait que l'État a contraint une partie importante de l'économie à un arrêt total. Et je le répète, je crains que ce ne soit que la première vague. Alors, elle a été un petit peu atténuée par quelques mesures gouvernementales qui consistent à accorder un revenu de remplacement, en général très inférieur à ce qui a été perdu à cause de l'inactivité, à un certain nombre d'entreprises et à des travailleurs, ou encore à accorder des prêts dont on n'est pas du tout sûr qu'ils seront remboursés, ou des garanties ou à des crédits qui sont accordés à des entreprises. Tout cela est sans doute très insuffisant pour réparer le préjudice qui résulte du confinement, mais par contre, ça coûte quand même extrêmement cher à l'État qui
aujourd'hui, tout en ne consentant que ce qui peut paraître comme certaines aumônes à des gens qu'il a ruinés, malgré tout, se retrouve dans une situation de déficit budgétaire énorme on a parlé récemment de sommes de 40 à 50 milliards d'euros de déficit budgétaire par an. Et pour cela, l'État doit s'endetter. Ce qu'on ne finance pas par l'impôt, il faut le faire par l'endettement. Et la manne a été très largement ouverte par la Banque centrale européenne, la BCE, qui ouvre tous les robinets, crée de la monnaie. Et on essaie de nous dire tout cela n'a pas de conséquences. Alors, les États peuvent se permettre dans ces conditions-là, et c'est sans doute un des objectifs, d'emprunter à des taux qui sont nuls, voire éventuellement négatifs, ce qui amène certains à dire, dans ces conditions-là, l'État ne paie rien, en oubliant quand même qu'un jour, il faudra rembourser le principal. Et toute cette situation, cette politique monétaire, qui a certes un certain nombre d'avantages, crée de nouvelles victimes. Alors, quelles sont ces victimes? Eh bien, il est évident qu'à partir du moment où vous avez épargné, vous êtes un épargnant, vous voulez acquérir des placements qui vous donnent un rendement fixe, un rendement sûr, eh bien, vous ne trouvez plus rien. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Si vous allez à la banque sur votre livret de dépôt, vous avez encore du 0,11% parce que la réglementation le prévoit, mais en réalité, votre argent n'intéresse plus du tout les banques parce que vous empruntez de l'argent, c'est ce qu'on fait quand vous déposez de l'argent dans une banque, en vous payant quand même 0,11%, mais pour une banque, ce n'est pas du tout intéressant parce que ensuite, cet argent qu'elle doit rémunérer même faiblement, eh bien, elle va l'investir peut-être dans des obligations d'État pour lesquelles elle va payer un intérêt négatif. Donc, la banque y perd de toutes les manières possibles, raison pour laquelle aussi les investissements en obligations sont devenus quasiment à rendement nul. Donc, au niveau des gens qui ont épargné pendant pratiquement toute leur vie, ce qu'ils n'ont pas perdu dans le crash boursier du début du confinement, ils risquent de le perdre simplement parce qu'ils n'ont plus de rendement pour leur investissement et ils n'ont plus de rendement parce que l'on a tout fait pour que les taux d'intérêt soient très bas pour favoriser les États, mais du coup, ça défavorise très fort ceux qui ont investi, et ce ne sont pas toujours des grands capitalistes, ce sont essentiellement des personnes qui ont épargné pendant toute leur vie pour s'assurer un complément à une pension légale que l'on sait en général parfaitement insuffisante. Et tout cela, c'est d'ailleurs une partie des motifs qui opposent deux très hautes juridictions dans l'Union européenne. Il y a d'une part la Cour de justice de l'Union européenne, qui est gardienne de la suprématie du droit européen, qui considère que la Banque centrale européenne peut mener sa politique monétaire comme elle l'entend, conformément au traité. Et puis, il y a la Cour constitutionnelle allemande qui, elle, entend protéger les droits des individus conformément à la Constitution allemande et en particulier à éviter que la monnaie, à force de ne plus rien rapporter, soit devienne une espèce de monnaie de singe. Et puis, il va se poser quand même un jour la question du remboursement de toutes ces dettes, parce que même si elles ne coûtent rien en termes d'intérêt, ces dettes doivent un jour être remboursées parce que les créanciers voudront être remboursés. Je rappelle qu'en 2008, on a beaucoup critiqué le monde de la finance parce que les crédits d'ordre privé s'étaient multipliés de façon anarchique. Aujourd'hui, ce sont les crédits publics les emprunts d'État qui se multiplient de la même manière tout à fait anarchique, et cela, je crains fort que ça va se payer un jour aussi. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on a créé plus de monnaie que l'on a plus de valeur. La valeur, c'est ce que nous créons tous les jours par notre travail qui a été entravé pendant des mois et qui risque de le rester d'une manière ou d'une autre pendant période à venir, pendant longtemps sans doute. Et donc se pose la question, qui va payer pour tout cela? Qui va payer pour permettre aux États de rembourser leurs dettes? Il y a d'excellents esprits, je suis d'accord avec lui sur ce point en tout cas, comme Bruno Coleman, qui nous disent il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est augmenter les impôts. Parce que, nous dit-il, si on augmente les impôts, on va encore réduire
le pouvoir d'achat des gens. Et ce n'est pas le moment maintenant de réduire la consommation. On va peut-être bien suivre ce genre de recommandations à court terme, mais pour le plus long terme, d'ici 1 an, 2 ans, lorsque l'on aura bénéficié de l'effet de lissage des difficultés qu'entraîne la création de monnaie, on va sans doute revenir à la question qui va payer pour tout cela. Et il est fort probable que l'on écoute au moins en partie ceux qui disent il faut taxer les riches. C'est comme d'habitude, comme si ceux qui ont réussi professionnellement dans leur vie ou qui ont épargné pour les moments plus difficiles étaient responsables de cette crise qui résulte d'une décision étatique autoritaire. Et c'est là sans doute la troisième vague de la crise du confinement, peut-être la pire de toutes. C'est celle où les États risquent de s'approprier une part encore plus importante de l'économie et de la vie des gens. C'est déjà le cas pour les dépenses, puisque nous vivons dans un des États les plus dépensiers au monde et que l'on a, avec le confinement, ça s'est encore accru, on a un nombre de personnes qui dépendent des allocations d'État de toutes les sortes qui est de plus en plus important. Et puis, au niveau des recettes, c'est bien la question qu'on peut se poser. Lorsque on devra faire face à toutes ces dépenses, à tous ces emprunts, on risque fort de vouloir augmenter les recettes dans un pays où déjà 50% du PIB est prélevé par l'État à peu de choses près, ce qui veut dire en clair, quand vous créez 2 € de valeur, l'État vous en prend 1 euro de manière autoritaire. Et en plus, on entend déjà ceux qui aujourd'hui, parlant par exemple du secteur aérien, des compagnies aériennes, mais aussi des aéroports, en profitent pour nous dire, et ça ne vient pas toujours de l'extrême gauche, pour nous dire qu'il faut renationaliser le secteur, ce qui voudra dire de nouveau engager beaucoup de dépenses, et pour pouvoir lui imposer encore plus de contraintes, alors qu'il est déjà pratiquement agonisant, en lui imposant par exemple des contraintes de type écologique et pour, d'une manière plus générale, agir dans ce que même le ministre français, qui était catalogué à droite au départ, Bruno Le Maire, appelle une souveraineté économique, comme s'il était important que tout ce qui se crée au niveau économique dépende d'un pouvoir, dépende de l'État. Ce à quoi on se prépare, c'est à mon avis, je le crains fort, à une tentative d'étatisation supplémentaire de la vie de pans entiers de l'économie, de certains secteurs complets. Et ça, c'est, je le crains, la quatrième vague de la crise du confinement, celle que j'appellerais celle du néo-collectivisme. Et il faut certainement la craindre par-dessus tout, parce que c'est celle où petit à petit, nos libertés, et c'est toujours comme ça lorsqu'il y a une crise, les États essayent toujours de rogner, ils vous en rendent une partie de ce qu'ils vous ont pris, mais ils essayent toujours d'en garder une partie. Nos libertés seront probablement définitivement affectées, encore restreintes par des mesures prises par l'État et où la gestion étatique, qui est toujours catastrophique, risque de mener des millions de personnes à la misère, tout simplement. Je termine là.